Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Desulliers et je suis doctorant en troisième année à l'Institut de recherche en génie civil et mécanique à l'Université de Nantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'étude du couplage hygromécanique de matériaux composites utilisés en milieu marin. J'en profite pour remercier les collègues qui partagent cette étude à l'IFREMER, donc au laboratoire comportement des structures en mer. Cette étude s'applique principalement aux dispositifs de récupération d'énergie en milieu marin, donc aux EMR ou au secteur naval, dans lesquels on va retrouver à la fois une présence d'eau et un changement mécanique continu. Alors ces deux paramètres, le comportement diffusif et mécanique, vont interagir. Tout d'abord, on peut avoir la diffusion d'eau, par exemple, qui va affecter les propriétés mécaniques de notre matériau ou de notre structure, mais de manière réversible, la présence d'un changement mécanique peut modifier le comportement diffusif. Et ce, pendant toute la durée de vie de notre matériau ou de notre structure, qui peuvent être parfois très longues, puisqu'on peut dépasser les 25 ans. On a donc un environnement agressif, une durée relativement longue, et il est nécessaire de comprendre et d'étudier les conditions couplées, et également le comportement viscoélastique à long terme, puisqu'on est sur des échelles de durée relativement longues. L'objectif de mes travaux de thèse, ça va être de mettre en évidence ce couplage hygromécanique, d'une part à travers une campagne d'essai dite découplée, où on va étudier à la fois le comportement diffusif et le comportement physico-chimique et mécanique de manière séparée, puis après de les mettre ensemble à travers un dispositif expérimental qui est dit innovant. D'un autre côté, l'idée c'est également de développer un modèle numérique qui prend en compte un chargement mécanique continu, couplé à une diffusion d'eau et une évolution des propriétés élastiques et viscoélastiques en accord avec le vieillissement. Cette étude est menée sur une résine époxy et deux composites associés, d'une part en air humide à 40 degrés 85% d'humidité relative, mais également en immersion à 25 et 60 degrés. Il s'agit de la résine LY556 et également des composites associés à cette résine. On va être sur des matériaux de relativement faible épaisseur pour favoriser les phénomènes de diffusion, et les températures de vieillissement sont loin de la température de transition vitreuse de ces matériaux. Au sommaire de cette présentation, du coup, je vais tout d'abord vous parler du comportement hygroélastique à travers une étude de la diffusion de l'eau et du comportement mécanique à différents stades de vieillissement, pour après passer sur une échelle de temps un peu plus longue et de parler de comportement hygroviscoélastique, et pour à la fin finir sur des essais in situ en immersion. L'idée, pour bien comprendre l'histoire, c'est effectivement de commencer par comprendre les mécanismes de diffusion d'eau et de voir ce que cette diffusion d'eau peut engendrer à la fois sans ou avec chargement mécanique. Donc pour ce faire, on réalise ce qu'on appelle un suivi gravimétrique de manière assez classique, où on vient relever la teneur en eau de notre matériau en fonction du temps ou de la racine du temps. Il faut bien comprendre qu'on est sur des phénomènes de diffusion qui sont très lents, puisqu'à température ambiante, les matériaux n'auront pas fini de vieillir avant la fin de ma thèse, c'est certain. Et du coup, ça met en évidence le fait qu'il est nécessaire d'utiliser des modèles diffusifs pour permettre de simuler la diffusion d'eau, notamment jusqu'à saturation. On constate que dans notre cas, un modèle de Fick représente bien le comportement diffusif de ces matériaux-là. En accord avec ce suivi gravimétrique, on réalise souvent des essais de dilatation hygroscopique qui relatent de l'expansion de ce matériau-là suite à l'absorption d'eau. Il s'agit de mesures laser. Et là, on a un résultat assez intéressant dans le cadre de ces travaux de thèse. Donc, c'est des résultats pour notre résine, et où je viens mesurer notre déformation hygroscopique en fonction de la teneur en eau. Et on constate que pour les trois conditions de vieillissement, donc les deux conditions en immersion et la condition en air humide, on a un profil de dilatation qui est similaire, peu importe la condition hygrothermique, et que finalement, la température ne va faire qu'accélérer cette dilatation. Mais voilà, on a un comportement identique pour chaque condition. L'idée, c'est à partir également de ces essais expérimentaux, de pouvoir alimenter des modèles numériques, et notamment par éléments finis, pour avoir accès à nos différents champs de teneur en eau, donc à différents temps de vieillissement, et surtout avoir accès aux champs de contraintes ou de déformations hygroscopiques associés pour regarder donc, les profils notamment de déformations qui sont hétérogènes en phase de transition, dans les phénomènes transitoires. D'un point de vue un peu plus local, on peut également avoir accès
à des champs de teneur en eau ou des champs de teneur, des champs de déformation, pardon, dans l'épaisseur du matériau pour regarder ce qui se passe également à différents temps de vieillissement. D'un point de vue mécanique, il est également très intéressant de venir tester notre matériau, nos structures, à différents temps de vieillissement. Donc, dans un premier temps, il faut les déterminer. Là, c'est ce que je vous représente sur cette figure-là, où à différentes teneurs en eau, on va venir réaliser des tests, des essais mécaniques sur résine et sur composite, pour regarder l'évolution de certaines propriétés en fonction du vieillissement. Là, je vous présente certains essais de traction réalisés pour notre résine et pour notre carbone à plus ou moins 45. Et l'idée, c'est donc d'évaluer l'évolution de ces propriétés mécaniques, à la fois pour différentes configurations, puisqu'on va être sur de la résine pure ou des composites en carbone ou en verre, mais également avec différents empilements, et pour du coup essayer de quantifier la sensibilité des empilements au vieillissement. On constate qu'on a une dégradation des propriétés mécaniques qui est notable, notamment pour la résine et plus ou moins 45, puisqu'on va avoir notamment une diminution de notre contrainte à rupture, et puis jusqu'au courbe en vert qui représente notre saturation à peu près, à plus de 500 jours de vieillissement. Et puis les courbes en jaune représentent un état qui est dit désorbé, où on est venu vieillir pendant 500 jours environ notre matériau, puis après venir le sécher en dessiccateur pour essayer d'éliminer l'eau qui est venue dans notre matériau. Et on constate qu'on a une récupération partielle de nos propriétés mécaniques, puisqu'on semble tout de même avoir une teneur en eau qui est résiduelle d'un peu plus de 1% d'eau, mais qui semble tout de même affecter nos propriétés mécaniques. On voit par exemple qu'on a une diminution, donc pour notre résine, une diminution de la contrainte max en fonction de notre teneur en eau, alors que le module d'élasticité semble, lui, peu affecté. Maintenant, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe à une échelle de temps un peu plus longue. Et c'est pour ça qu'on va parler de comportement viscoélastique. Et on va se placer à 2 échelles de temps différentes. La première, ça va être sur des temps d'essai qui vont être courts comparés aux temps de diffusion qui vont être de l'ordre de quelques mois, voire quelques années. Pour après passer sur des fluidages qui sont dits temps longs, où, durant l'essai, le temps de diffusion peut avoir un impact sur notre essai et sur notre comportement mécanique, pour à la fin parler des derniers essais in situ qui sont réalisés. Alors, le premier essai qu'on va réaliser, c'est ce qu'on appelle un essai de fluidage temps court, avec des paliers de fluidage d'1 heure, pour des phases de décharge de 3 heures. C'est des essais qui durent environ un jour, 28 heures, puisqu'on a 7 phases de charge et 7 phases de décharge. On vient balayer donc de 25% de la limite élastique à 125% de la limite élastique, qui représente cette fenêtre rose ici. Donc, on a différents créneaux. Donc, c'est des essais qui sont réalisés sur des éprouvettes qui sont saines, qu'on va appeler à T0. Et l'idée, c'est de regarder ce qui se passe à différents stades de vieillissement également. Et notamment, donc voilà, regarder ce qui se passe après, par exemple, 2 mois de vieillissement. On constate que en gardant la même fenêtre de chargement, on va sonder des zones de déformation qui peuvent être un peu plus importantes. Et on voit bien que plus on augmente le vieillissement et le chargement, plus on va avoir des écarts notables entre notre état à T0, donc sain, et notre état à T1 qui est vieilli. Donc, on l'a mis en évidence de manière expérimentale. L'idée, c'est de regarder ce qui se passe également d'un point de vue modèle. Et on va commencer par se poser la question de quel modèle utiliser pour représenter notre comportement en fluage pour cette résine. On a décidé de partir sur un modèle de Burgers à 4 paramètres. Pardon. Pourquoi? Parce qu'il semble bien représenter notre comportement en fluage, mais également présente suffisamment peu de paramètres pour essayer de garder une signification physique derrière les paramètres utilisés. Alors, si on regarde un peu plus près comment se comporte ce modèle, on a un premier terme qui correspond à une déformation élastique instantanée qu'on peut modéliser par un ressort à ce niveau-là. Puis, un second terme qui va représenter notre caractère non linéaire, à savoir l'élasticité retardée. Et enfin, notre écoulement visqueux, ici représenté par notre amortisseur, qui va quantifier la vitesse de déformation en phase stationnaire de notre fluidage. Et là, je vous présente donc certains paliers simulés pour notre résine qui est saine. Et on constate qu'on a un bon accord entre nos points noirs expérimentaux et nos courbes en rouge qui représentent notre modèle de Burgers. Et donc, pour chaque palier, on va se retrouver avec un jeu de 2 fois 2 paramètres qui sont représentés dans l'équation ci-dessus.
On peut également regarder l'évolution de certains paramètres en fonction de la charge et du vieillissement. Et là, par exemple, si on regarde notre paramètre état 1, donc notre amortisseur, qui va quantifier notre vitesse de déformation, donc notre écoulement visqueux, et on constate que notre vitesse de déformation va augmenter avec la charge. Ça, c'est une chose qui peut s'envisager, mais qui va également augmenter avec le vieillissement. Donc, plus on va être sur des états vieillis, plus on va avoir une déformation en phase stationnaire qui va être important. Donc voilà pour la partie analytique. Et l'idée de ce modèle de Burger, c'est assez intéressant puisqu'on peut également passer donc de l'analytique aux éléments finis. Il y a des auteurs qui ont montré qu'il était possible de passer effectivement à partir d'un modèle de Burgers analytique et donc nos séries de paramètres E1, état 1, E2, état 2 à une transition aux séries de Prony qui est utilisée sous Abaqus notamment, pour représenter notre comportement viscoélastique. Et du coup, on va passer à une série de paramètres donc, qui est définie G1 et G2, taux 1, taux 2, et qui va représenter ce comportement viscoélastique sous Abaqus, où on va pouvoir derrière également prendre en compte d'autres paramètres tels qu'un champ de teneur en eau, et du coup des champs hygroscopiques qui peuvent également affecter notre calcul. Donc là, pour un cas sain, on vient représenter notre comportement en fluage à la fois en phase de charge et en phase de décharge. On constate qu'on a une bonne transition donc, de notre modèle analytique, donc notre modèle de Burgers ici, à notre modèle élément fini, qui est représenté ici en bleu. Ça, c'est pour le temps court. Maintenant, l'idée, c'est de regarder ce qui va se passer également pour le temps long. On va être sur des dispositifs expérimentaux qui sont à Ifremer. On va avoir des poids qui sont attachés à nos éprouvettes. Et l'idée, donc, ce temps long, il est défini comme étant un temps d'essai qui est environ égal, qui est suffisamment long pour que l'eau diffuse pendant l'essai. Et dans notre cas, on a choisi un temps supérieur à 1000 heures d'environ 2 mois. Donc pour deux types de chargement à 50 et 75% d'unité élastique. Et on vient, avec des jauges collées sur nos éprouvettes, venir mesurer la déformation en fonction donc, du temps et du vieillissement. Donc, en air, donc pour ces deux chargements, on a ce type de profil donc qui évolue constamment en fonction du temps. Et à droite, je vous présente également les résultats qui sont réalisés en immersion, en pointillé. On voit qu'on a, dès les premiers instants, une évolution et un écart qui apparaît entre les essais qui sont en air et en immersion. On peut avoir deux phénomènes qui coïncident à ce niveau-là. On a à la fois la dilatation hygroscopique, donc une déformation qui va s'accroître due à la prise en eau, mais également une compétition avec des propriétés élastiques et viscoélastiques qui, elles, vont être affectées pendant l'essai. Enfin, les derniers essais qu'on réalise actuellement sont réalisés sur des éprouvettes qu'on appelle loop, avec des bandes d'essai spécifiques. L'idée, c'est de réaliser un essai gravimétrique sous chargement constant. Donc, on va venir charger pendant 2 mois nos éprouvettes. Et puis, à certains instants, on va venir décharger nos éprouvettes pour venir les peser et avoir du coup accès, dans un même essai, à la déformation et à la prise en eau. Donc, c'est des éprouvettes qui sont fabriquées de manière artisanale. Hein. On a un moule qui nous permet de venir réaliser des éprouvettes en forme de boucle avec le même préimprégné qui est utilisé pour nos composites en plus ou moins 45. On va être sur des éprouvettes des épaisseurs relativement fines puisqu'on veut effectivement que l'eau diffuse rapidement dans le matériau, donc d'environ 1 mm. Et puis, on va pouvoir... Donc, on place des poids en bout de ligne et l'idée, c'est de venir mesurer. Donc, on a des capteurs de déplacement qui sont ici, qui viennent mesurer l'allongement de notre matériau. Et ces matériaux-là sont placés en condition dans l'eau, régulés à 25 degrés, et qui sont maintenus par des barreaux cylindriques qui font office de mort pour éviter tout problème de glissement de mort qu'on peut avoir, notamment en immersion. Et un résultat intéressant qu'on peut dès à présent voir, c'est que lorsque l'éprouvette est non chargée, on a les résultats qui sont présents en bleu ici, donc pour le résultat de suivi graphimétrique. Et on vient charger nos éprouvettes à différents stades de chargement. Et lorsqu'on vient augmenter le chargement, on constate
une évolution de notre prise en eau et, et un accroissement de notre teneur en eau en fonction du temps. Concernant ce projet, alors c'est vrai que ça demande une très large campagne expérimentale, tout d'abord en amont, pour bien comprendre ce qui se passe d'un point de vue diffusif, en traction à différents stades de vieillissement, également en fluage, à différents stades de vieillissement. J'insiste également sur le fait que pour les essais couplés, la notion de temps est primordiale, puisque c'est issu de plusieurs discussions qu'on a pu avoir dans le projet, et notamment de savoir typiquement à quelle durée d'essai on peut simuler avec justesse le comportement hygromécanique de notre matériau, de notre structure, et de comment on peut, à partir d'essais de quelques heures ou quelques mois, prédire ce qui va se passer sur de nombreuses années. Actuellement, on travaille sur un code de calcul UMAT pour la prise en compte d'un couplage sous éléments finis, pour notamment faire varier et dépendre nos propriétés viscoélastiques avec le vieillissement. Et enfin, ce projet se termine à la fin de l'année, et du coup, il faut savoir que pendant tout ce projet, on est resté sur des chargements en phase statique avec des essais de fluage. Il serait très intéressant de regarder ce qui se passe en fatigue et qui serait un peu plus représentatif d'un chargement qui serait cyclique pour ce type de structure et non continu. Enfin, on a également travaillé un peu avec des essais en désorption, mais l'idée de travailler avec des conditions environnementales cycliques reste très intéressante, notamment pour les thématiques de durabilité en milieu marin. Et je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions.